Voilà. Vous m'entendez? Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Vous êtes peut-être étonnés de me voir là. Il n'y a pas eu de concours. Ce n'est pas ma force de voix qui m'a été me faire représenter ici, mais c'est bien l'âge. Mais l'âge, bon, ça compte pas. Ce qui compte, c'est quand même ce qu'on a dans la tête et sa jeunesse quand on veut toujours en avoir. Voilà. C'est avec beaucoup de plaisir que je déclare ouverte la première séance du Conseil communautaire de ce nouveau mandat. Cette séance, sans la crise sanitaire que nous venons de vivre, aurait dû avoir lieu mi-avril. Cette crise n'est pas complètement terminée et nous impose l'organisation spécifique que nous avons mise en place pour ce premier Conseil. Il nous sera dans ce cadre difficile de faire réellement connaissance ce soir. Je suis sûr que le séminaire du 4 septembre prochain en sera l'occasion. Les conséquences de cette crise modifieront sans aucun doute les priorités qui auraient pu être les nôtres. Je vais laisser les candidats à la présidence s'exprimer sur ce point. 2 points avant de passer à l'ordre du jour de la séance. Tout d'abord, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire pour tous vos déplacements. Enfin, pour une meilleure prise en compte de vos interventions, je vous remercie de vous nommer systématiquement au moment de votre prise de parole. Les conseillers communautaires présents ayant signé la feuille d'émargement en arrivant, je déclare donc installés les 56 membres du Conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Ancenis, avec 54 présents et 2 pouvoirs. Les 2 pouvoirs sont Isabelle Pellerin, qui donne pouvoir à Nadine You, et Sophie Guérino, qui donne pouvoir à Christine Blanchet. Pour démarrer, il nous faudrait une secrétaire de séance et je vous propose la Benjamine de l'Assemblée, puisque moi je suis président le plus vieux, mais donc petite jeune c'est toujours bien, Leila Tomigno. Où est-elle? Je ne vois pas. Eh bien écoutez, voilà, vous serez secrétaire de séance, si vous le voulez bien. D'accord. Pour les 2 assesseurs, il faut désigner 2 assesseurs pour procéder aux opérations de vote et au dépouillement. Et là, j'en appelle aux volontaires. Donc, je n'ai pas voulu nommer qui que ce soit. J'en appelle à 2 volontaires. Voilà, merci, c'est Sophie. Voilà, il faut quand même, c'est bien, la commune du Cellier. Et puis, alors, qui se dévoue pour le 2e poste? Moi, je suis comme à la gendarmerie, j'ai les lampes dans la figure, je ne vois pas tout. Voilà, et bien écoutez, ok. Vous pouvez me dire votre nom? Laure Cadorel et Sophie Ménoret, voilà. Voilà. Pour procéder à l'élection de la présidente ou du président, le conseil communautaire doit être complet, c'est-à-dire que tous les conseillers doivent avoir été élus. Leur absence le jour de la réunion ne remet pas en cause le caractère complet de l'Assemblée. Les titulaires peuvent être remplacés par leurs suppléants ou donner procuration de vote à un autre conseiller. Conformément à l'article L. 5211-2 du CGCT, les dispositions relatives à l'élection du maire et des adjoints sont applicables à la présidente ou président et aux membres du bureau. Le président ou la présidente est élu par le conseil communautaire au scrutin secret uninominal à 3 tours, élection à la majorité absolue des suffrages exprimés lors des 2 premiers tours et à la majorité simple au 3e tour. En cas d'égalité, le ou la plus âgé est déclaré élu. J'en appelle aux candidatures avec la possibilité d'intervention devant la salle. Donc, où sont les candidats? Voilà, bon, ben, les 2 candidats sont là, donc dans la personne de Jean-Yves Plotot et de Maurice Perrion. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Donc, la prise de parole devant l'Assemblée se fait dans l'ordre de l'annonce des candidats. Donc,
je vous laisse, Jean-Yves, la parole, si tu le souhaites. C'est vrai que ce n'est pas très pratique, mais bon, vaut mieux le conserver quand même. Hop. Monsieur le Président, cher Philippe, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, en toute simplicité, avec humilité, mais avec une grande motivation, je vous présente ma candidature au poste de président de notre Conseil communautaire. Je souhaite assumer cette belle responsabilité au service des communes, des habitants et de toutes celles et de tous ceux qui contribuent à la vie du pays d'Anceny. Ma légitimité à ce poste repose sur ma connaissance de la COMPA, acquise au cours des 2 derniers mandats en tant que vice-président aux moyens généraux, finances et ressources humaines, sur mes expériences au Conseil général, au service départemental d'incendie et de secours. Cette légitimité découle également des 2 années de mandat de maire de la commune nouvelle de Vallon-de-Lerne. Les réseaux tissés avec vous et avec les nombreux partenaires de nos communes sont mes véritables atouts. Mes capacités d'écoute, de dialogue ne sont plus à démontrer. Je serai le président fédérateur d'une assemblée communautaire à l'action pour l'intérêt général du pays d'Anceny. Je serai un président sans autre prétention élective. Je me consacrerai exclusivement à ce poste et à celui de maire de Vallon-de-Lerne. Chers collègues, la COMPA a 20 ans. Année après année, elle s'est développée en élargissant ses compétences, parfois d'une manière volontariste, souvent sous l'obligation du législateur. Notre collectivité s'est structurée, devenant incontournable pour le développement de nos communes et indispensable pour notre territoire. Les fondamentaux de la COMPA sont solides. Sa capacité financière est bonne, et je parle en connaissance de cause. Les compétences, les capacités à faire en interne sont là. L'évolution de notre territoire s'est construite et se poursuit à partir de 2 documents de référence, le projet de territoire et le schéma de cohérence territoriale. Document qui, depuis quelques années, porte ce slogan en étendard, « Pays d'Anceny, rayonnant et équilibré ». J'y ai souscrit pleinement. Seulement aujourd'hui, je pense que le travail n'est pas achevé et que nous devons changer de braquet. La COMPA a 20 ans, c'est l'âge de la métamorphose et c'est à nous de l'impulser. Les enjeux sont forts, les attentes sont nombreuses de la part des habitants, des entreprises, des communes, mais aussi de vous, mes chers collègues. Vous êtes exigeants et vous le serez encore plus et vous avez raison. Pour étayer mon propos, je retiendrai 4 points majeurs à faire évoluer. En effet, du pays d'Anceny rayonnant et équilibré, je propose d'avancer vers le pays d'Anceny rayonnant, équilibré, mais aussi résilient et innovant. Je compte avec vous passer du stade de bonnes intentions au stade d'action. Concernant le pays d'Anceny rayonnant, notre attractivité, nous la devons d'abord aux entreprises de notre territoire. Le développement économique constitue le moteur essentiel de ce dynamisme, avec 25 000 emplois et un taux de chômage parmi les plus bas de l'Hexagone. Je poursuivrai avec vous les efforts nécessaires d'accompagnement à court et moyen terme pour contrer les effets de la crise sanitaire sur le fonctionnement de nos entreprises et ainsi contribuer à la relance économique. Cette période de Covid nous a permis de mesurer à grande échelle le télétravail. À cette occasion, la nécessité du très haut débit qui arrive et continuera à se déployer jusqu'en 2024 sur le pays d'Anceny, accompagné du besoin de tiers-lieux pour les télétravailleurs, se sont confirmés. Nous devons imaginer ensemble les solutions à apporter à ces nouvelles demandes. Les conditions d'accueil d'entreprises nouvelles seront développées sur l'ensemble du pays d'Anceny. Nos partenariats avec les chambres consulaires seront renforcés. Notre territoire, à la croisée des métropoles nantaises et angevines, en proximité avec les intercommunalités voisines, doit rechercher les coopérations, les partenariats pour agir en tant qu'acteur à part entière et à rechercher des complémentarités. C'est vrai particulièrement en matière de tourisme. Nous avons de nombreux atouts. La Loire, la vallée de l'Erdre, un bocage préservé sur une proportion importante de notre territoire, des animations festives et culturelles qui méritent d'être mieux mises en valeur. S'agissant du pays d'Anceny équilibré, équation difficile suivant le lieu où nous nous trouvons, l'habitant, quel que soit son domicile, attend de nous le même service, du travail, un cadre de vie de qualité, des services à la population.
Sincèrement, je pense que sur ce sujet, nous pouvons mieux faire. La santé, par exemple. Notre fragilité en la matière est prégnante. Plusieurs d'entre nous recherchent la meilleure solution pour conserver les médecins. Ce sujet doit être traité au niveau de la COMPA, en lien avec tous les professionnels de santé, l'ARS, l'hôpital, et j'en passe. Nous sommes aux prémices du travail. Je souhaite que nous nous engagions fortement pour rechercher la meilleure issue et pérenniser ces services de première nécessité. Sans pouvoir tout les développer, les actions en faveur de la jeunesse, notamment la prévention, la dépendance liée au grand âge, autant de dossiers qui devront alimenter nos réflexions, auxquels il sera indispensable d'apporter des réponses. Sujet différent, la mobilité. Les mobilités, nous en parlons souvent. Les solutions ne sont pas évidentes. Nous devons imaginer les facilités des déplacements en s'appuyant sur des expérimentations, type de celles qu'on connaît sur les points stop. Toutes les communes devraient être desservies par une ligne de transport organisée, notamment pour les déplacements domicile-travail et inversement. Ceci suppose, et je m'appuie sur les études du Conseil de développement, un travail de réflexion sur le plan global des déplacements interentreprises et sur le comportement des usagers. Le transport scolaire, en particulier pour les élèves du primaire, mérite une réétude et mérite d'être amélioré. Le soutien pour la mise en œuvre des liaisons douces sera poursuivi et amplifié. Sur ce dossier des mobilités, une opportunité sur la prise de compétences se présentera à nous dans quelques mois. D'ici la fin de l'année, nous aurons à délibérer et faire un choix sur cette compétence suite à l'adoption fin 2019 de la loi d'orientation des mobilités par l'Assemblée nationale. Sur l'équilibre de notre territoire, je proposerai que nous nous dotions d'un outil, d'une structure d'ingénierie pour faciliter la mise en œuvre de projets là où nos communes atteignent parfois leurs limites. L'exemple le plus flagrant, c'est l'abandon des communes les plus rurales par les bailleurs sociaux. Est-ce aux communes de construire et de gérer des logements? Autre situation sur le secteur où la déprise des centres-bourgs avec les logements vacants est réelle, qui pourrait aménager? La commune, avec là encore un besoin d'expertise. En mutualisant ces compétences, nous gagnerions en efficacité et en cohérence d'aménagement, en agilité et en réactivité. La communauté d'intérêt constituée entre les communes et la COMPA doit être poursuivie, notamment pour les services supports, en particulier l'autorisation du droit des sols. Je vous proposerai de compléter ce service par un accompagnement juridique dirigé vers la rédaction des cahiers des charges d'appel d'offres, prenant en compte nos spécificités locales et la définition de critères tels que l'apprentissage, l'insertion, la réutilisation des matériaux et l'impact environnemental. Évidemment, la poursuite des fonds de concours et leur optimisation en fonction de vos projets seront maintenus. Le pacte fiscal et financier révisé en 2019 donne aux relations financières entre les communes et donne un cadre aux relations financières entre les communes et l'intercommunalité. J'en arrive à la résilience. Comment? Dans la décennie qui vient, notre collectivité s'adaptera-t-elle aux mutations économiques, technologiques, environnementales et sociétales qui s'imposeront à nous? Il faut, là encore, se préparer à des changements profonds. La transversalité de ces enjeux sur l'aménagement du territoire et sur le cadre de vie me donne l'opportunité de vous proposer qu'à l'automne, nous puissions commencer par évaluer le PCAET actuel. Ce bilan nous permettra de réorienter ou développer tous les moyens dédiés vers les bilans énergétiques des logements anciens et d'accélérer les mesures favorisant la biodiversité et préservant les milieux naturels. Cette mesure sera renforcée par le plan alimentaire territorial. Des aliments produits et transformés en local, c'est l'équation qui rendra possible le manger mieux dans nos cantines, dans la restauration collective, avec pour effet collatéral positif des débouchés pour les producteurs du Puy-d'Anceny qui s'inscriront dans cette démarche. Ce dispositif pourrait être développé vers les commerces de nos communes. La résilience, c'est aussi être à l'écoute des entreprises, les accompagner dans les processus vertueux, tels que la responsabilité sociétale des entreprises. La résilience, c'est partager avec nos paysans leurs contraintes, leurs enjeux, la complexité de leur métier, les accompagner vers une agriculture qui préserve nos ressources et procure un revenu à l'exploitant. La résilience, c'est aussi encourager la production d'énergie verte sur notre territoire. Nous sommes une communauté de communes riches de nos entreprises de l'économie sociale et solidaire, riches de nos associations, qui complètent nos moyens d'intervention dans les domaines variés de l'insertion,
de l'habitat, du réemploi des équipements et des matières. Ce sont des partenariats incontournables de l'économie circulaire. Notre soutien dans ce domaine doit être constant et adapté aux besoins. Dernier point, l'innovation. Pour moi, innovation égale également expérimentation. Nous devons pouvoir tester, essayer, oser, imaginer des solutions dans nos domaines de compétences. À chaque situation, sa solution, dans le respect des règles, évidemment. L'innovation, ça vaut aussi pour la gouvernance. Je souhaite que nous abordions le travail en commission sur cette nouvelle mandature d'une façon plus collaborative, où chaque élu communautaire pourra apporter ses propositions et son expertise. Les référents communaux seront associés aux décisions majeures sur la compétence concernée. Je souhaite également qu'une fois par an, un bilan des réalisations et une perspective des projets à venir soient présentés à chaque conseil municipal sous une forme à déterminer. Pour conduire ce travail, je proposerai qu'un vice-président porte ce projet. Parallèlement à cette disposition, vis-à-vis des élus, je demanderai au directeur général des services de mettre en place, en lien et en complémentarité avec les directeurs des services municipaux, un comité communautaire des DGS avec pour objectif le partage des enjeux avec chaque collectivité. Enfin, pour les habitants du Pays d'Ancenis, il me paraît indispensable d'organiser un temps fort annuel sur un sujet de préoccupation de territoire. Conférences, débats, ateliers collaboratifs, les possibilités sont nombreuses et seront soumises aux propositions de la commission dédiée. Chers collègues, je viens de vous présenter une feuille de route, un contrat, pour que nos ambitions deviennent action et réalisation. Pour ce faire, je compte sur une équipe de vice-présidents et de conseillers communautaires délégués disponibles et audacieux. En quelques instants, si j'ai votre confiance, je proposerai à vos suffrages la nomination de 3 vice-présidents, ce qui permettra d'assurer le fonctionnement de notre établissement pendant la période estivale. Le 4 septembre, nous définirons ensemble l'organisation des pôles, le fonctionnement des commissions, et ainsi, nous déterminerons le nombre de vice-présidents et de conseillers communautaires délégués. La répartition territoriale sera autant que faire se peut recherchée. Chers collègues, sans service de communication à ma disposition pour écrire un catalogue de mesures, c'est bien avec vous que nous déterminerons les orientations de notre projet et que nous inscrirons au budget primitif 2021 notre plan d'action. Avec un conseil communautaire fortement renouvelé, un conseil communautaire où la parité est plus équilibrée, les conditions sont réunies pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Chers collègues, l'heure du choix est arrivée. Vous êtes tous venus avec votre histoire, vos sensibilités, vos ambitions, vos projets. Cette diversité doit conduire le Pays d'Ancenis à évoluer favorablement pour les 6 prochaines années. En chef d'orchestre, je suis prêt à en assumer la charge pour que, in fine, les habitants, nos concitoyens puissent dire « Je vis sur un territoire où il fait bon vivre, à taille humaine et où nous nous sentons bien ». Je vous le dis, tout est possible aujourd'hui, mais rien ne le sera sans vous demain. Je compte sur vous. Le Pays d'Ancenis a besoin de nous. Je vous remercie. La parole est à Maurice Perrion. C'est beaucoup moins long que Jean-Yves. Bien, bonsoir à toutes et à tous, mes chers collègues. Salut Jean-Michel, Jean-Yves. Voilà, donc tout d'abord, je voudrais vous féliciter, mes chers collègues, que vous soyez maire délégué, adjoint et conseillers municipaux pour votre élection ou votre réélection. Nous vivons une étape démocratique locale avec l'installation du nouveau conseil communautaire. Le temps politique sera court, l'activité pour le travail sera très rapide à mettre en œuvre. L'intercommunalité est devenue la collectivité clé au carrefour des enjeux économiques,
sociaux et environnementaux. La loi NOTRe nous l'impose. Elle porte en complémentarité avec les communes qui la composent l'avenir du pays d'Ancenis. La COMPA a été créée pour mutualiser les moyens des communes. Un contexte de crise, le Covid-19 a basculé nos vies et a généré une crise sanitaire, économique et sociale d'une ampleur historique. Je ne pense pas que nous en mesurions encore toutes les conséquences. Je pense que le pire est à venir, au moins sur le plan économique, et en espérant qu'il n'y a pas des choses graves qui pourraient nous arriver dans les jours, dans les semaines à venir. Je voudrais saluer la mobilisation exceptionnelle des équipes municipales aux côtés du monde économique, agricole, associatif et du bénévolat. Leur dévouement sans faille a permis de fédérer des énergies locales, des initiatives de proximité remarquables et solidaires afin de rassurer nos concitoyens. Certains maires ont prolongé leur mandat, donc merci à eux d'avoir assuré la continuité. Ça n'a pas toujours été simple, mais c'était forcément indispensable. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude aux agents de nos collectivités qui ont été indispensables dans la gestion de la crise et de la continuité du service public, que ce soit dans les communes ou dans l'intercommunalité. Devant les défis immenses qui nous attendent, j'ai décidé de me présenter à la présidente de la COMPA avec cette ambition de continuer de défendre ensemble, avec passion et détermination, les intérêts de notre communauté de communes. Un territoire attractif, dynamique, entreprenant, solidaire et ambitieux. D'abord, notre responsabilité est de mettre de la continuité dans les projets qui sont déjà engagés via le projet de territoire actualisé et validé il y a 6 ans. Il faudra bien sûr l'amender avec les discussions que nous aurons ensemble. Un travail exceptionnel a été engagé par Hervé et Jean-Michel. Il est structuré dans sa complémentarité. Il a été modelé par Édouard et Charles-Henri Cossé-Brissac. Nous sommes là pour apporter un service à nos habitants, et c'est bien là notre mission. On n'est pas là pour se faire plaisir. Il n'y a pas une collectivité qui s'impose à une autre. Nous sommes au service des habitants. La communauté de communes est au service des communes et pas l'inverse. Ce territoire, nous l'avons créé. Donc, je disais tout à l'heure que c'était donc pour mutualiser les moyens, mais c'est aussi pour avoir une organisation territoriale viable. Oh, nous sommes enviés, vous savez, lorsque moi qui parcours les territoires de la région, nous sommes vraiment un territoire un peu particulier, atypique, une situation géographique particulière entre Nantes et Angers. Nous avons la chance d'avoir des services exceptionnels, nous avons le train, nous avons l'autoroute, donc c'est tout ça qui fait que nous allons pouvoir avancer vite ensemble, et puis ce tissu économique que je connais bien. Face à la crise, notre responsabilité aussi d'agir vite au plus près de chaque commune et des acteurs du territoire, de nous doter d'instruments pour répondre aux urgences, mais aussi de porter une ambition. On ne va pas tout reconstruire, vous savez. Les choses existent, l'État dans ses compétences, la région dans ses compétences, le département dans ses compétences. On ne va pas rouvrir tous les dossiers. En fait, nous sommes là dans la complémentarité et nous sommes là pour être facilitateurs. C'est bien ça qui est important. Cette ambition, je vous ai fait parvenir un document, une feuille de route qui s'appelle le Pacte, P-A-C-T-E pour le pays d'Ancenis. Donc je ne vais pas complètement développer l'ensemble des choses que j'ai pu vous faire parvenir. Juste la définition du pacte, cet acronyme. P comme protéger nos entreprises et nos emplois. A, accélérer les transitions écologiques, énergétiques et numériques. C, coopérer pour consolider nos solidarités territoriales. T, tissu du lien pour préserver la cohésion sociale. Et E, équilibrer notre aménagement territorial. Dans ma vie d'élu, j'ai pu acquérir une bonne expérience, il me semble. J'ai aussi été vice-président à la communauté de communes, j'étais vice-président à l'aménagement du territoire et au développement économique pendant 6 ans. J'ai
quitté ce poste lorsque j'ai été élu au conseil régional, puisqu'on ne peut pas cumuler de nombreux postes, même si parfois c'est indispensable, surtout lorsqu'on est élu au niveau de l'État. Je trouve dommage qu'un député ou un sénateur n'ait pas un ancrage territorial, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vice-président à la Compa pendant 6 ans, conseiller communautaire, pendant 12 ans, j'ai attendu 12 ans pour apprendre avant de pouvoir prendre des fonctions importantes. Je suis président des maires de Loire-Atlantique depuis un certain temps. C'est la complémentarité de mon rôle de maire. Bien évidemment, ça me permet d'être en lien direct avec les instances nationales, de pouvoir parler aisément avec le préfet et les services de l'État. En charge à la région du financement des collectivités, de l'aménagement du territoire, de la transition énergétique et de l'environnement. Et je peux vous assurer que j'ai beaucoup appris, vraiment beaucoup appris. Nous sommes en session aujourd'hui, nous étions en session aujourd'hui. J'ai pu voter, donc faire voter quelques dossiers importants, mais je vous en parlerai ultérieurement. Je suis avant tout un élu de proximité. De proximité. J'adore le territoire d'Ancenis, qui m'a accueilli il y a une quarantaine d'années, moi qui arrivais d'un département voisin. L'économie, j'ai été chef d'entreprise, j'ai créé mon entreprise il y a très longtemps, et je connais bien les leviers pour aider les chefs d'entreprise. J'ai été membre de la DIRA pendant de nombreuses années. J'ai pu aussi sillonner le territoire. La santé, sujet délicat. Mais qui fait quoi? Qui doit faire? La collectivité assure les structures. C'est de notre devoir, nous, communes ou intercommunalités, de construire les bâtiments ou de faciliter les personnes qui veulent s'installer par des systèmes de SCI. L'ARS déploie les services de santé. Je suis un libéral. Le salariat des médecins n'est pas une bonne mesure. Ou alors, il faut que les choses soient claires entre l'employeur et les salariés, dès le départ. Les mobilités. Bon, ce n'est pas parce qu'on crée de grands réseaux routiers qu'on va faciliter les dépassements sur l'intercommunalité. Effectivement, les routes, c'est important, mais ce n'est pas de la compétence de la Compa. Il y a l'État, il y a la région et il y a les départements. Pour la proximité, la loi LOM, nous autorise à prendre une part de la compétence des transports. Cela permettra d'engager des actions concrètes sur le territoire. Et puis les transports scolaires, effectivement, donc il faut qu'on accentue notre rôle des AO2, il faut que ce soit le territoire qui décide des parcours, des trajets, qui décide des arrêts, en collaboration avec les services de la région. Dans le 44, nous avons cette facilité. Ce n'est pas la même chose sur tous les départements. Et nous allons donc accentuer notre rôle sur le territoire de la Loire-Atlantique. Et puis, les communes ont la compétence des plus. J'ai à charge à la région de mettre en place le TRADET, ce gros machin qui va s'imposer au SCOT, le SCOT qui s'impose au plus. Le TRADET, j'y travaille depuis 3 ans. Je peux vous assurer que j'ai tout vécu. Les associations environnementales, le monde économique, les chambres consulaires, les services de l'État, les structures intercommunales, bien entendu. Et chacun veut que les polarités soient définies différemment. La Chambre d'agriculture veut que le foncier soit géré différemment. Et toutes les structures qui viennent donc abonder donc, dans la réflexion, mais à un moment, il faut écrire le texte. Donc, le TRADET sera adopté en octobre. Le éviter, réduire, compenser, je l'ai travaillé dans tous les sens. Effectivement, c'est un point important pour le foncier sur le territoire. Ça l'est aussi sur la Compa. J'ai tout mis en œuvre pour ne pas embêter les intercommunalités, pour ne pas embêter les SCOT, pour laisser la liberté au territoire de décider de leur territoire. C'est aux élus du territoire de décider de leur avenir. Le SCOT, nous allons le relancer, et ce n'est pas les services de l'État, ce n'est pas les associations, ce n'est pas les collectivités extérieures qui vont venir nous dire comment faire. C'est nous, les élus du territoire, qui devrons l'écrire, pour que dans nos plus, on puisse mettre ce que les élus de la commune veulent y mettre. Bien sûr qu'il faut respecter les règles, bien sûr
qu'on fait pas n'importe quoi. Mais d'abord, décider et décider. Si vous m'élisez président tout à l'heure, pour ma part, je désignerai 2 vice-présidents et nous verrons donc pour le complément en septembre. Et je le redis, la Compa est au service des communes et non l'inverse. Nous devons travailler tous ensemble. Les techniciens de nos communes doivent être en collaboration étroite avec les techniciens de la Compa. Je vous remercie de votre attention. Donc, je vais appeler les 2 assesseurs, Sophie et Caroline. C'est ça? Non, Laure et Sophie. Pour procéder au vote, je vous rappelle un peu les modalités du vote pour de garder les distances, tout d'abord, de descendre. Chaque rangée d'élus est invitée, donc faire rangée par rangée, à descendre à tour de rôle avec son stylo, à déposer un bulletin dans l'urne, à signer la feuille d'émargement, puis remonter à sa place. Voilà pour la méthode. Donc, je vais inviter là, dès que vous allez être en place, la première rangée ou la dernière, c'est comme on veut. Là, la première rangée, mon souffleton. Donc la première rangée, je vous invite à remettre vos masques et à descendre pour voter. Voilà, alors, ok, je vous laisse le temps de... Bon, si vous avez fait votre page d'écriture, je pense que vous pouvez vous avancer. Pardon ? Ouais, on en a un là qui n'a pas été utilisé. Je vois ça au taquet. Voilà. Ça va bien se passer. Oui, je pense. Pas de raison. Merci. Bravo Anne-Marie. Hein? Pardon. J'espère.
fois. Peut-être les secrétaires. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Oh, rien. Ça dure pas longtemps. Salut. Tu penseras à aller voter. Oui, oui, je ne vais pas oublier. Salut Daniel. Hein? Ah ouais, exactement. Bon. Salut Laurent. Oui. Monsieur, peut-être. Ça va? Je vais peut-être pas quitter la place.
Non, c'est trop haut. Merci, beaucoup d'honneur. C'était une histoire de lunettes. Ouais, voilà. Maurice Perrion. Qu'est-ce qui personne ne note? Je pense les services notes. Hein. Oui, c'est bon. Jean-Yves Plotot. Maurice Perrion. Maurice Perrion. Jean-Yves Plotot. 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 Maurice Perrion. Jean-Yves Plotot. Maurice Perrion. Jean-Yves Plotot. Jean-Yves Plotot. Maurice Perrion. Jean-Yves Plotot. 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 Maurice Perrion. Maurice Perrion. Maurice Perrion. Jean-Yves Plotot. Jean-Yves Plotot. Maurice Perrion. Jean-Yves Plotot. Maurice Perrion.
Maurice Perrion. Maurice Perrion. Jean-Yves Ploteau. Maurice Perrion. Maurice Perrion. Maurice Perrion. Maurice Perrion. Maurice Perrion. Maurice Perrion. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Maurice Perrion. Jean-Yves Ploteau. Maurice Perrion. Maurice Perrion. Maurice Perrion. Jean-Yves Ploteau. Maurice Perrion. Jean-Yves Ploteau. Maurice Perrion. Maurice Perrion. Maurice Perrion. Maurice Perrion. Maurice Perrion. C'est bon. On les recompte, je pense, par candidat, non? Puis chacune. Donc, il n'y avait pas de bulletin nul. Donc, sur 56 participations, je donne Maurice Perrion 29 voix et Yves Ploteau 27 voix. Voilà. Donc, Monsieur Maurice Perrion est élu président de la communauté de communes du Pays d'Ancenis. Je laisse la place à notre futur président pour 6 ans. Et voilà, moi, je ne savais pas si je ne devais pas rester, mais je crois que je ne suis pas invité à rester. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, donc merci pour votre confiance. Le score est très serré, donc ça veut dire qu'il faut que nous travaillions tous ensemble, rapidement. Je vous ai dit tout à l'heure que le temps politique était là, mais le temps du travail donc allait commencer tout de suite. Et puis voilà. Vous remercier, saluer mes prédécesseurs, je l'ai fait tout à l'heure, Jean-Yves et Hervé, mais aussi nous souvenir donc, de nos anciens qui ont mené, je l'ai aussi dit, Édouard Landrin et Charles-Henri de Cossé-Brissac, et toutes les personnes qui ont œuvré donc, pour que le Pays d'Ancenis soit ce qu'il est aujourd'hui. Les chefs d'entreprise, bien entendu, des familles importantes sur le territoire, la famille Brault. Il y a aussi donc l'ensemble des agriculteurs qui sont mis en coopérative avec Terrena,
et puis bien d'autres entreprises que vous connaissez toutes et tous. Donc c'est aussi l'attractivité de notre territoire. Nous devons continuer donc à œuvrer dans son sens, et puis surtout être donc à la disposition de nos habitants. C'est bien pour eux que l'on travaille. Voilà, merci de votre attention. Jean-Yves, un mot. Mon cher Maurice, félicitations. 29-27, c'est vrai que c'est un peu serré, mais bon, c'est la loi de la démocratie et c'est très bien comme ça. Je remercie celles et ceux qui m'ont témoigné leur confiance. Je suis fier d'avoir défendu un point de vue. J'espère que dans les éléments que j'ai développés, il y en a un certain nombre que tu pourras reprendre à ton compte pour en particulier l'équilibre du territoire, puisque je ne l'ai pas dit dans mon propos, mais la création des communes nouvelles sur notre secteur, c'est pas pour faire joli, c'est pour aussi apporter à notre territoire et nous défendre d'une meilleure manière. Donc j'espère que tu pourras en tenir compte. Je vais reprendre un propos, je pense une expression de Nelson Mandela qui disait « Je perds souvent, je gagne parfois, mais je grandis et j'apprends toujours ». Eh bien, cher Maurice, je me positionne dans cet état d'esprit-là pour travailler avec toi. J'apporterai mon expérience, si tu le souhaites. En tous les cas, mon état d'esprit pour le meilleur de la compa. Voilà, je vous remercie. Monsieur le directeur, la suite. Détermination du nombre de VP. On commence par ça. Alors, donc je dois lire le texte, c'est ça? Bien. Donc le nombre de VP. Il appartient au conseil communautaire de délibérer sur le nombre de vice-présidents. L'article L 5211-10 du GCT prévoit que le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est déterminé par le conseil communautaire sans que ce nombre puisse être supérieur à 20%, arrondi à l'entier supérieur de l'effectif total de l'organe délibérant, ni qu'il puisse excéder 15. Le conseil communautaire peut, à la majorité des 2 tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application du paragraphe précédent sans pouvoir dépasser 30% de son propre effectif et le nombre de 15. Ainsi, la communauté de communes du Pays d'Anzeny dispose de 56 conseillers communautaires, soit 12 vice-présidents, si le conseil délibère la majorité absolue des suffrages exprimés, 15 vice-présidents, si le conseil délibère la majorité des 2 tiers. L'élection des vice-présidents se déroule selon les mêmes modalités que l'élection de la présidente, du président, c'est-à-dire au scrutin majoritaire, uninominal, à 3 tours, à bulletin secret. La charte restera l'usage après, non? Bien, donc lorsque je me suis exprimé devant vous tout à l'heure, je vous ai donc proposé d'élire ce soir 2 vice-présidents et au vu des résultats, je vous en propose d'en élire 3. Et nous verrons donc le complément en septembre. Donc il a lieu de faire voter. Il faut voter à main levée ou à bulletin secret? Voilà, donc je vous propose donc d'élire ce soir 3 vice-présidents. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Donc à l'unanimité, nous allons donc procéder au vote de 3 vice-présidents. Donc le poste de premier vice-président, je vous propose comme candidat Jean-Pierre Belleuil. Est-ce qu'il y a d'autres candidats au poste de premier vice-président? Passe au vote.
délégués sont élus. Ouais. Tu peux passer, tu sais, la charte de l'élu local. Et après, Je propose des news et puis voilà, il y a les délégations du pouvoir du conseil à la présidence. C'est parce qu'il faut bien que la compta fonctionne cet été. Il faut tout lire, là. C'est vrai qu'il dit tout. Par contre, Alors ça, il faut faire voter. alors attends, la loi. Ça, t'es pas obligé de lire. Ça, t'es pas obligé de lire. Ensuite, ouais, tout ça. Là, après, il faut lire. Donc évidemment, tout ça. Hein? Tout ça. Tu peux lire ça normalement. Bah après, ça sera plus à toi. Mais ça, c'est la délib sur le dégrèvement de CFE pour la tourisme. Est-ce que Jean-Yves sera vice-président ou pas? Oui. Tu peux lui demander de le lire, étant donné que c'est lui qui l'a présenté au bureau. Ça pourrait être une idée. J'avais pensé à ça. Et puis, ça, c'est. Ils les ont reçus, il n'y a rien à dire. Là, l'agenda, c'est pour mémoire. Et puis, à la fin, demander aux conseillers de rester pour que la presse puisse prendre une photo. Par contre, il faut que le public sorte.
Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Jean-Pierre Belley. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Jean-Pierre Belley. Bulletin blanc. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Bulletin blanc. Jean-Pierre Belley. 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 Bulletin blanc. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Bulletin blanc. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Bulletin blanc. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Jean-Pierre Belley. Bulletin blanc. Jean-Pierre Belley et bulletin blanc. Celui-ci, je pense qu'il est nul en fait. Ah oui. Ah. Très bien. Donc, Jean-Pierre Belley est élu premier vice-président avec 37 voix et 19 nuls ou blancs. Donc, Jean-Pierre Belley, élu vice-président. Il y aura lieu dans ces nouveaux bureaux et cette nouvelle assemblée donc d'assurer la parité. J'espère pouvoir l'assurer. C'est pas certain, mais on va commencer ce soir, si vous voulez bien. Et je vous propose donc le poste de deuxième vice-présidente à Dadiniou. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Oui. Oui, je t'en prie. Ouais. Pas tout le monde ne peut pas s'exprimer. Hein. Donc,
tout d'abord, donc félicitations pour votre élection. J'avais eu l'occasion de vous dire en début de semaine que si vous étiez président, donc j'étais prêt à travailler avec vous. Vos prédécesseurs ont toujours ont toujours considéré que Ancenis Saint-Géréon devait avoir une place importante dans la compa, hein, dans l'intérêt du pays d'Ancenis. Donc voilà, j'espère que effectivement vous n'avez pas oublié le pôle central Ancenis Saint-Géréon dans l'intérêt du pays d'Ancenis, et puis aussi sachant qu'il y a quand même une grande réflexion sur le pôle central qui a forcément un impact sur le pays d'Ancenis. Donc ce serait la première fois que Ancenis Saint-Géréon serait oublié. C'est un peu dommage par rapport à la cohésion et puis l'intérêt de travailler ensemble pour les habitants. Donc voilà, je comprends bien aussi la notion de parité, mais il me semble que pour représenter le territoire, enfin le pôle central Ancenis Saint-Géréon et plus largement avec les communes voisines, il me semble important quand même que la commune d'Ancenis Saint-Géréon soit candidate pour une vice-présidence, pardon. Donc c'est la raison pour laquelle je me présente. Merci. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Oui, effectivement, le pôle Ancenis Saint-Géréon est un pôle important sur l'ensemble de l'intercommunalité. C'est plus de 10 000 habitants sur 70 000 habitants, effectivement, avec l'activité économique qui va avec. Il y aura donc de nouveaux vice-présidents qui seront proposés donc, au mois de septembre. J'ai bien en tête ce qu'on s'est dit aussi lundi matin. Donc il n'y a pas de sujet, en fait, il n'y a pas de problème sur les propositions qui seront certainement faites donc bientôt, puisqu'il y aura 6 vice-présidents. Donc je propose on passe au vote. Donc Nadine You et Rémi Ron, pardon.
C'est bon. On est super rodés. Rémi Auron. Rémi Auron. Nadine You. Nadine You. Nadine You. Rémi Auron. Rémi Auron. Rémi Auron. Nadine You. Rémi Auron. Nadine You. Nadine You. Rémi Auron. Rémi Auron. Nadine You. Nadine You. Rémi Auron. Rémi Auron. Nadine You. Rémi Auron. Nadine You. 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 Rémi Auron. Nadine You. Nadine You. Rémi Auron. Nadine You. Nadine You. Rémi Auron. Rémi Auron. Rémi Auron. Nadine You. Rémi Auron. Nadine You. Nadine You. Rémi Auron. Nadine You. Rémi Auron. Rémi Auron. Rémi Auron. Nadine You. Nadine You. Nadine You. Rémi Auron. Rémi Auron. Nadine You. Nadine You. Rémi Auron. Nadine You. Nadine You. Voilà. Donc, obtenu Rémi Auron, 24 voix. Nadine You, 32 voix. Donc, Nadine You est élue deuxième vice-présidente. Bien. Pour le poste de troisième vice-président, s'il accepte, je vous propose Jean-Yves Plotot. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Pas d'autres candidats ? On procède au vote. Tiens, je vais voter en premier.
Bah, tu peux dire 12. Tu peux dire 12. Quatrième au garçon, toi. Hein? Tu attendras le rôle de quatrième, toi. Tu peux dire 12. Tu peux dire 12. 12 de plus. 3. Sans pour autant entrer dans les détails des 12 de plus. Tu peux donner ça à Jean-Pierre Belleuil. En passant, il est au premier rang. Là. Non, là-haut, deuxième rang.
Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Blanc. Jean-Yves Ploteau. 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 Blanc. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Ah, il y en a deux. Ils étaient, je ne sais pas s'ils étaient ensemble ou pas. Ça fait nul. Ok. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Blanc. Jean-Yves Ploteau. 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 Blanc. Jean-Yves Ploteau. Blanc. Blanc. Jean-Yves Ploteau. Blanc. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Jean-Yves Ploteau. Très bien. Donc, résultat des voix. Donc, Jean-Yves Ploteau, 48 voix. Bulletin blanc, 7 et 1 nul. Donc, Jean-Yves Ploteau, élu 3e vice-président. Bon. Lève-toi. Ça va beaucoup mieux quand il y a quelques candidats. Ben oui, c'est ce que j'attendais de toi. Bien. Donc, nous procéderons aux 12 vice-présidents supplémentaires donc, au prochain conseil communautaire. 12, oui, 3 vice-présidents plus 9 subdélégués. Voilà, donc j'ai la lecture à vous faire, plusieurs pages. Ah, désolé, mais la règle, tout d'abord, je vais vous donner la lecture de la charte de l'élu local, que vous avez forcément aussi lu dans vos mairies. Tout d'abord, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité
diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources ni les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà pour la lecture de la charte de l'élu local. Ensuite, il y a lieu donc de procéder à un vote. Délégation de pouvoir du conseil communautaire au président. Et donc, il faut que l'ensemble fonctionne jusque le prochain conseil communautaire. Donc, l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales permet à l'organe délibérant de déléguer au président et au bureau une partie de ses attributions, à l'exception de quelques-unes, je voulais dire quand même, à l'exception de celles qui ne sont pas autorisées. Donc, tout d'abord, le vote du budget de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, de l'appropriation du compte administratif, des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15, des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'adhésion à un établissement public, de la délégation d'un service public, des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de la politique de la ville. Donc, les délégations, il est noté que ce dispositif a une portée plus large que celui applicable aux communes. Le recours aux délégations est de nature à favoriser une organisation cohérente des instances décisionnelles de la COMPA, permettant d'accélérer la mise en œuvre des décisions du conseil communautaire et de faciliter la gestion quotidienne. L'article L. 5211-10 du CGCT impose par ailleurs que lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. Afin d'assurer la continuité des services et de ne pas paralyser le fonctionnement de la collectivité pendant l'été, il est nécessaire de prévoir une délégation de pouvoir du Conseil au président dès le premier Conseil communautaire. Cette délégation pourra être élargie par la délégation du Conseil au bureau communautaire qui sera présentée lors d'un projet Conseil communautaire. En application de l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil communautaire décide de déléguer au président les attributions suivantes. Tout d'abord, décision de portée générale. Intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou défendre la communauté de communes dans les actions en justice engagées contre elle et à ses fins, de diligenter au nom de la communauté de communes toute procédure d'urgence auprès des juridictions administratives ou civiles, de diligenter tout acte de procédure qui s'avérerait nécessaire devant quelque juridiction que ce soit, de représenter la communauté de communes chaque fois que les intérêts de celle-ci le justifieront, fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. Ensuite, décision relative à la commande publique et au financement des opérations. L'article 2.1. Donc, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, la signature, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres passés selon une procédure adaptée, ainsi que les marchés et accords cadres passés sans publicité et sans mise en concurrence préalable, tels que définis dans le Code de la commande publique, à l'exclusion du choix du lauréat dans le cadre d'un concours de maîtrise d'œuvre.
Ensuite, signer toute correspondance relative à la procédure de passation, quel que soit le seuil et la procédure de passation. Concernant les avenants, approuver tout avenant au marché et accord cadre passé selon une procédure adaptée, ainsi que les marchés et accords cadres passés sans publicité et sans mise à concurrence préalable. Approuver tout avenant au marché et accord cadre lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est supérieure ou égale au seuil européen mentionné dans l'avis que figure en annexe du Code de la commande publique, en vigueur à la date du lancement du marché et passé selon une procédure formalisée dès lors qu'il est inférieur à 5% du montant initial du marché. Ça, c'est clair. Prendre toute décision relative aux demandes de subventions ou de participation destinées à financer les programmes ou les opérations de la communauté de communes. Décision relative aux finances. Procéder à la réalisation pendant toute la durée de son mandat des emprunts destinés au financement des investissements prévus au budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Réaliser toutes les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et notamment procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l'établissement prêteur et contracter tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices. Passer tous les actes utiles à la négociation des emprunts. Procéder à la souscription d'ouverture de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. Créer, modifier ou de supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la communauté de communes. Décision relative à la mise en œuvre du SCOT. Prendre toute décision en matière de saisine de la commission départementale de l'aménagement commercial pour les projets commerciaux d'une surface de vente supérieure ou égale à 300 m² et inférieure à 1000 m². Décision relative aux conventions et aux contrats. Conclure et signer en qualité de bailleur ou de preneur toute promesse de bail, tout bail locatif, toute convention d'occupation, de passage et de la mise à disposition du domaine public ou du domaine privé et les avenants correspondants et ainsi approuver les conditions de rémunération des intermédiaires. Conclure et signer dans la limite des crédits inscrits au budget les conventions de partenariat liées aux actions de la Compa lorsqu'elle est associée à différentes structures et établissements publics, notamment avec l'État, les collectivités territoriales, les chambres consulaires et les associations, ainsi que les avenants correspondants. Décider de la conclusion et de la révision du louage des choses et la mise à disposition de matériel pour une durée n'excédant pas 12 ans. Décision relative au patrimoine. Décider de l'acquisition dans la limite des crédits inscrits au budget ou de la cession de tout bien mobilier corporel ou incorporel. Délégation. En application de l'article L. 5219-9 du Code général des collectivités territoriales, le président peut déléguer par arrêté sur sa surveillance et sa responsabilité l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-président et au conseiller communautaire délégué. Le président peut également donner sur sa surveillance et sa responsabilité par arrêté délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services et, le cas échéant, au responsable de service pour leur attribution qu'il a reçue par délégation du conseil communautaire. Considérant l'objectif de fluidifier les procédures et la nécessité d'assurer le fonctionnement de la collectivité, il vous est proposé d'approuver les délégations de pouvoir au président. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour votre confiance. Lors du dernier conseil communautaire, nous avions pris une délibération à prendre qui vous avait été proposée par Jean-Yves. Donc, il s'agit du dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises, donc c'est la CFE, des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel pour 2020. Donc ça, c'est suite donc l'épisode du Covid. Donc il y a lieu d'alléger les charges des entreprises. Et donc je vous propose que Jean-Pierre Belleuil en fasse la lecture. Jean-Pierre. Donc, il est proposé, donc, depuis le 23 juin,
le législateur examine le 3e projet de loi des finances rectificative pour 2020 qui permettra aux collectivités la mise en place d'un dégrèvement fiscal exceptionnel pour les secteurs affectés par la baisse d'activité pendant la crise sanitaire. Par dérogation au 1 de l'article 1639 A bis du Code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu'au 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l'article 1641 du même code, dû au titre de 2020, afférents aux établissements qui remplissent les conditions suivantes. 1. Relevé d'une entreprise qui a réalisé au cours de la période de référence prévue à l'article 1467A du Code général des impôts un chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur à 150 millions d'euros éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine. Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du Covid-19, au regard de l'importance de la baisse d'activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public. Le texte prévoit que la liste de ces secteurs est définie par décret. La délibération doit être adoptée par le conseil communautaire de l'intercommunalité concernant avant le 31 juillet 2020. La prise en charge du dégrèvement des 2/3 de la cotisation foncière des entreprises est partagée entre l'intercommunalité 50% et l'État 50%. Les entreprises éligibles régleront ainsi 1/3 du montant de la CFE au titre de l'exercice 2020. Selon les éléments actuellement à notre disposition, l'impact sur les recettes de la fiscalité de la communauté de communes du Pays d'Ancenis serait d'environ 58 000 euros, 0,7% du total de la CFE. Ce montant est toutefois susceptible d'évoluer selon la rédaction définitive du projet de loi de finances rectificatif. Sur proposition du bureau communautaire du 11 juin dernier, la COMPA souhaite mettre en œuvre localement le dispositif de dégrèvement fiscal de la CFE pour l'exercice 2020 au profit des entreprises concernées. Considérant les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du Covid-19 au regard de l'importance de la baisse constatée en raison notamment de la dépendance de certains secteurs à l'accueil du public, que compte tenu des délais contraints des votes des collectivités avant le 31 juillet 2020, l'État les autorise à délibérer avant la promulgation de la loi. La préparation par le législateur du 3e projet de loi de finances rectificatif pour 2020 ayant pour objectif de renforcer son dispositif de soutien aux secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus, il est proposé au Conseil communautaire d'instituer un dégrèvement des 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel, et des prélèvements prévus à l'article 1641 du Code général des impôts dus au titre de 2020 afférents aux établissements qui remplissent les conditions définies par le 3e projet de loi des finances rectificatif pour 2020. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je fais voter. Merci Jean-Pierre pour cette lecture limpide. Bien, donc cette délibération... Pardon, une question, oui. Oui. Mais si j'ai pas de réponse ce soir, ça me va bien, c'est pas un souci. Et j'ai une dernière question du coup par rapport à ça aussi, c'est est-ce que ce dégrèvement il est automatique ou il va falloir que les entreprises fassent la demande auprès des services de l'État ? Ouais, donc la CFE effectivement est versée par les entreprises. Donc en fait, c'est une restitution qui est faite aux entreprises. Ça n'enlève pas le budget de la COMPA. Bien sûr, il y aura moins de recettes, mais voilà, c'est un acte fort en direction des entreprises, justement parce que c'est une difficulté importante et ce sont des secteurs d'activité où il n'y a peut-être pas forcément des dispositifs autres. Pour les montants, le nombre d'entreprises et les montants, effectivement, on va vous le communiquer. On enverra un mail aux uns et aux autres. Peut-être, monsieur le directeur, un complément d'information. Tiens. Oui, pour faire le calcul des 58 000 euros, on s'est basé sur les codes APE.
tout simplement. Donc on n'a pas de liste d'entreprises, on a juste les codes APE avec les sommes de CFE perçues en face. C'est comme ça qu'on est arrivé aux 58 000 euros. Quant aux modalités pour les entreprises, est-ce que ça sera automatique? Est-ce que ce sera un reversement? Ce sera précisé dans le décret d'application, et ça, on ne l'a pas encore, puisque la loi n'est toujours pas votée. Voilà, et puis je vous rappelle donc aux entreprises que vous connaissez ou et vous-même que le fonds résilience donc, est toujours d'actualité. Le fonds résilience, donc c'est une aide donc, de 3 500 euros pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires de moins de 50 000 euros. Il y a des montants, des tranches par palier. Donc c'est la région qui est le pilote en lien avec les intercommunalités. Voilà, donc un pourcentage est donné par l'intercommunalité, un par la région et par la Banque des Territoires. Voilà, donc ce fonds résilience est toujours d'actualité. Vous allez sur le site de la région fonds résilience et vous développez ce dossier. Il a été un petit peu compliqué à mettre en œuvre puisqu'il y avait le fonds solidarité de l'État qui existait et le cumul ne pouvait pas être fait. Donc il y a eu donc une modification du règlement qui a été donc adoptée et ça permet donc de pouvoir bénéficier des deux fonds. Certains, le fonds solidarité, parfois il était minime à hauteur de 200 ou 300 euros. Donc voilà, c'était pas équitable pour les entreprises. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site donc, de la région en tapant fonds résilience. Sur la délibération qui vous a été proposée, je vous demande de vous prononcer sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, donc c'est adopté. On arrive au bout. Je vous rappelle rapidement l'agenda. Donc le 4 septembre prochain, de 9h à 17h, il y a le séminaire des élus. Donc on vous enverra donc l'ensemble des éléments pour le dispositif. Le 10 septembre à 18h30, le conseil communautaire. Et en fait, en fonction de la situation sanitaire, là, on verra dans quel lieu se dérouleront ces manifestations. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre participation. Saluer le public qui est tout au fond, qui a été très discret, qui n'a pas perturbé les débats. Donc merci à vous. Par contre, je vais être un petit peu désagréable. Je vais vous demander de sortir du coup, parce que nous allons prendre une photo qu'avec les conseillers communautaires. Mais on se reverra bien sûr dans le hall.